On ne peut pas passer tout notre temps à jeter la responsabilité des échecs enregistrés dans les mariages sur les femmes. Un vrai politicien, c'est celui-là qui ne passe pas son temps à parler uniquement. Ok. Mais c'est celui-là qui a la capacité. Nous pensons que deux fois, les politiciens sont des menteurs. Deux personnes, avant qu'elles ne se marient, qu'elles ne décident de se marier, doivent chercher à savoir d'abord si elles sont compatibles sur tous les plans. Ouais. D'abord sur le plan émotionnel, c'est important. Vous voyez dans beaucoup de foyers dans lesquels on dit Madame, ça fait 5 ans qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à donner un enfant. Ouais. Alors que dans la majeure partie des cas, dans certains cas, vous trouverez que c'est l'homme. Je dis combien d'hommes mariés refusent de se diagnostiquer. C'est-à-dire, il est là avec sa femme, il fait 5 ans, il n'a pas d'enfant. Ouais. Au lieu d'aller voir un médecin avec sa femme, chercher la cause de ce problème, tout de suite, le premier réflexe qu'il a, c'est quoi? C'est d'épouser une seconde femme. C'est ça la vérité. Ouais. Ceux qui disent là, les discours ronflants là, non, avec zéro on peut... Des histoires ça. Avec zéro on peut rien devenir. Quelque chose qu'on peut devenir quelque chose. Quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'argent. Ça peut être lié, on ne peut pas partir, on ne peut pas s'asseoir pendant qu'on n'a rien. Ouais. Non. Si vous êtes assis, vous n'avez ni un niveau académique, vous n'avez aucune formation, vous n'avez rien. Moi, je pense que le mieux d'abord, c'est de chercher à se former. Ouais. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue dans votre podcast Chapitre et Carrière, vous savez. Mais ce soir, on ne vient pas parler de ce qui ne va pas. Ça, tout le monde le sait. On vient parler de ce qui est possible. Et pour cela, nous sommes accompagnés avec M. Ibrahim Khalil Diallo, qui a osé quand même, qui a eu le courage de l'écrire, de ce qui est possible ici en Guinée. Donc, comment ça va, mon cher? Je vais très bien. Merci. Ça se passe. Merci pour l'invitation. Oui. C'est un honneur, à la fois un plaisir d'être dans vos somptueux appartements. Merci beaucoup. Et d'être reçu dans votre podcast. Merci bien. Il faut aujourd'hui préciser être très suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc, on aimerait aujourd'hui discuter avec vous. Avec plaisir. Et si tu me permets un peu de te tutoyer, vous me tutoyez. pour que voilà, je sois bien détendu là. C'est la même génération, peut-être que même vous devez être plus âgé que moi, on ne sait jamais. Tout à fait. Allez-y. Voilà, donc nous allons parler un peu comme on l'entend, chapitre et carrière un peu. Je me base sur ta carrière, sur ta vie professionnelle et tant d'autres. Mais j'aimerais qu'on commence par quelque chose de simple. Qui es-tu vraiment? Pas le CV, mais la personne qui est en face de moi. Vous l'avez rappelé, je suis Ibrahim Khalil Diallo. Ouais. Je suis un pur produit de ce pays, de ses douleurs, de ses espoirs. Je suis né ici à Conakry, dans une famille très modeste, fortement ancrée à la fois, si je peux me permettre, dans la tradition et la religion. Ici, comme je l'ai aussi pensionné à Conakry, notamment à Simbaya, c'est un quartier qui relève de la commune de Lambagny. Oui. Maintenant, il faut le mentionner. Mon père était imam, paix à son âme, l'âge Mamadou Alpha Diallo. Amen. Ma mère, une ménagère. Voilà. J'ai fait l'essentiel de mes études ici. J'ai fait l'école primaire dans une école de franco-arabe, si on peut appeler ça comme ça. Donc, comprenez que je suis également un produit du franco-arabe. Après l'école primaire, je suis allé m'inscrire dans une école qu'on appelle Ahlul Bayt alayhim assalam. C'est une autre école qui a essentiellement pour vocation non seulement d'enseigner, de dispenser l'enseignement islamique, mais aussi en aval, de leur donner un minimum de formation académique et professionnelle. Cette école se trouve à la cimenterie. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai fait mon collège. Après le lycée, je l'ai passé au lycée aviation. Voilà, une grande école publique connue en Guinée, à quelques encablures du camp Alpha Diallo. Au niveau de Bessia. D'accord. Je précise que je n'ai pas fait la 12e année. Ah bon? J'ai fait juste la 11e année à Ahlul Bayt. En ce qui concernait la 12e année, je me suis porté comme candidat libre
Voilà, mais tout en suivant les cours à aviation pour aller au baccalauréat. Parce que j'avais accusé un peu de retard. Vu qu'au niveau de la 6e année, j'ai échoué 2 fois. C'est-à-dire 2 fois en français facile. 2 fois en français facile. Je passais l'examen d'entrée à 7e année. 2 fois. Et puis, notre oustaz nous disait, Khalil, tu as échoué. Et ça... Et là, c'était fait à l'école là-bas ou bien c'était l'examen national? Oui, c'était l'examen d'entrée en 7e année. Et c'était dû au fait que pratiquement de la première année jusqu'au niveau de la 5e année, c'est l'arabe qui était beaucoup plus dispensé comme cours. C'est-à-dire toute notre formation était beaucoup plus concentrée sur des matières de ce qu'on appelle, qui relèvent de ce qu'on appelle en arabe Tarbiyat al-Islamiyya, c'est-à-dire l'éducation islamique et ainsi de suite. Certes, il y avait des matières dispensées en français, mais ce n'était pas à forte dominance. Donc, conséquence, 6e année, on a tellement échoué au point que on était identifié dans les centres d'examen. Dès qu'on venait, on disait, ils sont venus encore. Donc, à cause de ce retard, au niveau de la 11e année, l'année à laquelle je devais passer en 11e, disons, à la 12e année, je me suis dit qu'il fallait me porter comme candidat. Ce qui, moi, m'intrigue un peu par rapport aux écoles franco-arabes, c'est qu'en Guinée, tu vas voir quelqu'un qui fait franco-arabe jusqu'en terminale, il ne comprend pas bien l'arabe. Comment ça s'explique 2 fois? Bon, cela s'explique par de nombreux facteurs. D'abord, premièrement, par le fait que notre système éducatif même ne s'est pas suffisamment préparé, si on peut considérer les choses ainsi, à intégrer ce système d'enseignement, ce type d'enseignement dans notre pays. En ce sens que si vous partez dans les écoles de franco-arabe, vous-même vous rendez compte que même les professeurs qui dispensent les matières, c'est-à-dire en arabe, ne sont pas suffisamment rémunérés. Les conditions ne sont pas en réalité valorisées. Et ceux-mêmes, par exemple, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent professeurs, c'est ceux-mêmes qui sont issus du système franco-arabe, quand ils arrivent au niveau de l'université, après la fin de leurs études, on les oriente dans la majeure partie des cas dans l'enseignement. Et d'autres, en termes de nouveautés, récemment, il a été décidé que certains soient aussi formés pour devenir des imams dans les différentes mosquées, alors que c'est des gens qui ont été formés. Beaucoup, n'est-ce pas, ont des compétences qui peuvent leur permettre de travailler dans l'administration, de servir leur pays. Parce que laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont issus du franco-arabe, qui ont un sens très élevé de l'administration, de la gestion de la chose publique, mais qu'on ne considère pas, qu'on ne met pas assez en valeur. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de gens qui sont issus du franco-arabe, c'est des gens qui ont beaucoup peur de Dieu, qui sont attachés à un certain nombre de valeurs, mais qui en réalité, on ne met pas devant, parce que tout simplement on se dit, bien voilà, c'est des gens qui ont reçu pratiquement une formation ratée. Et puis voilà, même si quelque part il faut reconnaître que toutes les conditions parfois ne sont pas réunies au niveau des écoles publiques, je mentionne cela, de franco-arabe, pour faire en sorte que les élèves qui sont issus de ce système soient réellement compétitifs sur le marché, soient en réalité des gens qui peuvent, disons, se comparer à ceux qui sont issus des écoles à vocation française. Mais est-ce que ces mêmes élèves-là, ces mêmes étudiants en franco-arabe, peuvent se permettre de faire l'ingénierie, je ne sais pas, civile et tant d'autres, en fait, les matières pratiques là? Cette question, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur qu'on doit la poser. Parce prochaine rencontre, parce qu'en réalité, il est de la responsabilité de ce département-là de voir la faisabilité de pouvoir les orienter dans ces branches-là. De l'orientation des élèves, des étudiants ou des élèves, c'est-à-dire que des bacheliers franco-arabes, pour voir si en réalité on peut créer des conditions leur permettant de suivre des formations en ingénierie, en médecine, ainsi de suite. Mais à mon avis, ces conditions ne sont pas créées. Et je pense que dans un pays où même ceux qui sont issus du système français, si on peut l'appeler ainsi, ont du mal eux-mêmes à être compétitifs sur le marché de l'emploi, ont du mal eux-mêmes des fois à construire une phrase correcte, sans faute, sans erreur. Et naturellement, ce n'est pas dans un pays comme ça qu'on peut voir quelqu'un qui s'est battu pendant près de 20 ans en train d'étudier 2 langues à la fois, réussir. Donc ça, je pense que c'est une sorte d'utopie, il ne faut pas se mentir. Je pense qu'il y a des élèves issus du franco-arabe qui ont le niveau qu'il faut, et parce qu'il
Ils ont de la volonté, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit que la vie ne va pas leur faire de cadeau. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Et après, au finish, qu'ils deviennent compétitifs. Moi qui vous parle là, peut-être que je n'ai pas atteint un certain niveau, mais je suis issu du franco-arabe. J'en suis très fier. Ouais. Et voilà, depuis au niveau du collège, je me suis rendu compte que, puisque les conditions ne sont pas réunies pour avoir une très bonne formation académique, au niveau du franco-arabe, tout de suite, je me suis mis à la tâche en faisant quoi? En achetant des livres, en faisant quoi? En regardant même des films où on parle du français. Oui. Aujourd'hui, je suis en train de me former en anglais, en regardant des films où on parle de l'anglais. Exact. Donc, il s'agit à un moment donné aussi d'une prise de conscience. Ouais. Et puis voilà. Exact. Mais encore une fois, pour terminer, les élèves issus du système éducatif français, beaucoup pratiquement, plutôt je veux dire les élèves issus du franco-arabe, beaucoup n'ont rien à envier aux élèves qui sont français. Voilà. Ok. Et je vais un peu m'ériger dans ta vie un peu privée. Tu es marié, ce que j'ai appris, tu es marié à une femme qui était divorcée, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et après, cette femme-là a aussi des enfants. Qu'est-ce que toi tu penses? Parce que tu sais, toi et moi, dans notre coutume Peul, c'est un peu trop compliqué, des deux. On va te dire, il y a plein de clichés qui tournent autour de ça. Qu'est-ce que toi tu penses des femmes qui sont mariées, qui sont divorcées du moins, aujourd'hui qui sont plus remariables, comme on le dit dans notre jargon ici? Bon, merci pour la question. Je ne vais pas la fuir. Je vais la répondre avec beaucoup plus de responsabilité. D'accord. Et je vais totalement assumer les conséquences des réponses que je vais donner. D'accord. Vous savez, notre société elle est fortement ancrée dans la tradition, mais aussi dans la religion. Oui. C'est-à-dire, c'est une société dans laquelle les gens, dans leur jugement, tiennent compte trop de préceptes religieux, mais aussi de certaines considérations. Je vous le dis clairement. Oui. Je suis un homme divorcé. J'ai divorcé 2 fois. Ouais. J'assume cela. 2 fois. 2 fois. Je me suis remarié pour une 3e fois, comme vous le précisez, à une femme divorcée qui a des enfants. Okay. Laissez-moi vous dire que l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir épousé cette femme-là. Ouais. Avec nos enfants, parce que je ne dirais pas avec ses enfants. Il y a beaucoup de femmes mariées aujourd'hui qui ont quitté leur foyer, pas parce qu'elles le souhaitent, pas parce qu'elles l'ont voulu, mais elles ont quitté leur foyer parce qu'à un moment donné, elles ont utilisé l'ensemble des procédés qu'il faut pour rester dans leur foyer, mais ça n'a pas marché. On ne peut pas passer tout notre temps à jeter la responsabilité des échecs enregistrés dans les mariages sur les femmes. Okay. Moi-même qui vous parle, puisque je suis un divorcé, peut-être certainement j'ai aussi une part de responsabilité dans les divorces que j'ai enregistrés dans mes mariages. Exactement. Je ne suis pas monsieur même propre. Je ne suis pas parfait. Il faut le dire. Voilà, je ne suis pas parfait aussi. Dans un mariage, quand il y a échec, sachez que et l'homme et la femme, chacun a un pourcentage en termes de responsabilité dans le divorce qui est arrivé. Mais laissez-moi vous dire aussi, je ne pense pas qu'une femme qui a eu 2 enfants, qui a eu 4 enfants, puisse se permettre de divorcer d'un homme doux. Un homme qui prend soin d'elle en fonction de ses moyens, de ses possibilités. De divorcer d'un homme qui fait son mieux pour, c'est-à-dire, prendre soin de ses enfants, la nourrir par exemple. Parce que c'est ce que la religion dit. Même en termes disons, comment on appelle ça, juridiquement, c'est ce qui est aussi recommandé, il faut que tu aies la dépense, il faut que tu nourrisses ta femme. Un homme qui remplit ces petites conditions-là, je ne pense pas qu'une femme qui a des enfants dans un foyer comme ça peut se permettre, pour le plaisir de divorcer. Exact. Il y a beaucoup de femmes qui divorcent, de femmes mariées qui ont eu des enfants, qui divorcent dans des foyers, pas par plaisir, mais par contrainte. D'accord. Beaucoup. Et laissez-moi vous dire, si je pouvais aujourd'hui, j'espère que ma femme ne va pas se fâcher, si je dois prendre une 2e femme, ce sera une femme divorcée encore. Et si elle a des enfants, je l'épouserai avec ses enfants. Et si son ex-mari accepte aussi, c'est possible que je les prenne tous
en charge, les amener chez moi. Ça, c'est pour ironiser. On ne peut pas en arriver là. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de femmes divorcées avec des enfants qui sont très adorables, qui sont dignes de confiance et qui, au fond, sont des anges, mais qui ont été détruits par des démons. Et quand vous avez été détruit, n'est-ce pas, par un démon, ça ne va pas être facile. Donc, il faut que dans notre société, que nous arrêtions, qu'on arrête de seulement jeter du dévolu sur une femme mariée parce qu'elle a divorcé, elle a des enfants. Pourquoi, quand c'est un homme qui a divorcé 2 fois, s'il veut épouser une femme, on ne lui pose jamais la question de savoir combien de fois elle a divorcé. Exactement. Pourquoi, quand ce dernier fait une erreur, pourquoi on ne se permet jamais de le juger, de dire, donc c'est un divorcé, non. Mais quand c'est la femme, dès qu'elle divorce, c'est un crime. C'est un crime, Dans un foyer, si ça ne va pas, même la religion le recommande. Si vous utilisez tous les moyens qu'il faut et que ça ne marche pas, vous avez des enfants, pour le bonheur des enfants, pour leur éducation, pour surtout leur bénédiction, parce que c'est ça en Afrique. Je pense que dans une situation comme ça, le divorce est mieux. Donc pour terminer par rapport à cette question, je le répète. Moi, je suis, comme tout le monde, je suis très fier de ma femme, très fier de nos enfants. Aujourd'hui, si, je dis bien, c'est une condition, si je dois bien prendre une deuxième femme, ça sera encore une femme divorcée qui a des enfants. C'est-à-dire, quand elle a des enfants, divorcer des enfants, ça sera un atout. Ce n'est pas une manière pour moi de jeter du dévolu sur les femmes qui n'ont jamais divorcé, non. Mais je veux juste dire, une femme qui a divorcé une fois, c'est une femme, la majeure partie des cas, je n'ai pas dit tout le monde, qui, n'est-ce pas, si elle a la chance de retrouver un deuxième foyer, qui peut se révéler être une épouse extraordinaire, une épouse parfaite, parce qu'elle aura non seulement tiré les leçons de son échec lors du premier mariage, mais aussi qu'elle fera tout son possible pour que son foyer dure longtemps pour qu'il fonctionne. Exactement. Voilà. Quand même, aussi l'autre question, c'est il y a trop de divorces, pardonnez-moi, parce que vous êtes divorcé, mais il y a assez de divorces dans notre société actuellement. C'est quoi l'origine de tous ces problèmes? D'abord, premièrement, je dirais, c'est l'incompatibilité. Excusez-moi. Oui, allez-y. L'incompatibilité. Ok. 2 personnes, avant qu'elles ne se marient, qu'elles ne décident de se marier, doivent chercher à savoir d'abord si elles sont compatibles sur tous les plans. D'abord, sur le plan émotionnel, c'est important de chercher à savoir est-ce que, qui est plus nerveux, qui ne l'est pas. Qui lâche prise facilement, qui ne lâche pas prise facilement. Ça, c'est important de le savoir. Sur le plan aussi, même sur le plan médical aussi. Vous voyez dans beaucoup de foyers dans lesquels on dit Madame, ça fait 5 ans qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à donner un enfant. Alors que dans la majeure partie des cas, dans certains cas, vous trouverez que c'est l'homme. Je dis dans certains cas, je ne dis pas que dans tous les cas. Combien d'hommes mariés refusent de se diagnostiquer? C'est-à-dire, il est là avec sa femme, il fait 5 ans, il n'a pas d'enfant. Au lieu d'aller voir un médecin avec sa femme, chercher la cause, n'est-ce pas, de ce problème, tout de suite, le premier réflexe qu'il a, c'est quoi? C'est d'épouser une seconde femme. Même sa propre famille, au lieu de lui donner des conseils de ce genre, c'est de lui dire il faut chercher une deuxième. Ou bien il faut chercher une deuxième femme. Vous comprenez? Et dans la majeure partie des cas, vous emmenez la deuxième femme, ça trouve que vous êtes compatible sur tous les plans, elle tombe enceinte et vous jetez un dévolu sur la première femme. Alors qu'en réalité, la première femme n'avait pas de problème, sauf que vous êtes incompatible sur ce plan-là. Donc, ça, moi je pense que ces 2 conditions doivent être réunies. Que part rejette souvent la faute responsabilité aux femmes, mais 2 fois, vraiment, il y a un problème médical qui est là 2 fois, et d'incompatibilité 2 fois aussi. Donc, on va évoluer. On va parler maintenant du fait que, est-ce qu'on peut parler d'un politicien comme vous sans parler de politique? Parce qu'aujourd'hui, ça se mélange beaucoup. Aujourd'hui, on pense que si on invite un politicien, il faut forcément parler de la politique, il faut parler de la gestion du gouvernement et tant d'autres. Mais moi, je pense qu'en dehors de la politique, le politicien aussi a une vie. Quelle est
ton idée par rapport à tout ça? Bon, naturellement, on a l'habitude de le dire en termes de méthodologie de recherche en sciences politiques, que la politique est tributaire du politique. C'est-à-dire, la politique, elle dépend du politique, c'est-à-dire de la personne qui l'exerce. Même si avant d'être politicien, on est un être humain. Exactement. D'accord. On est quelqu'un qui naît dans une famille, qui grandit dans un environnement, qui a des habitudes. Un homme, n'est-ce pas, qui, au fil de son évolution, se donne une certaine conception de la vie, une certaine conception surtout, n'est-ce pas, de la gouvernance et surtout de la vie en société. Donc, la politique ne peut pas rester en dehors, n'est-ce pas, du politique. Oui, exactement. Parce que, bon... en termes de typologie, n'est-ce pas, du mot politique, vous avez le politique, vous avez la politique, vous avez le politiste, vous avez le politologue. D'accord. Et tous ces types, n'est-ce pas, c'est-à-dire tous ces noms-là, ramènent à une action bien définie. La politique, c'est l'action, n'est-ce pas, de conquérir, par exemple, le pouvoir. C'est l'ensemble des procédés qu'on utilise pour conquérir le pouvoir, pour aller à la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que les démarches communes, les chemins par lesquels on peut passer, d'accord, pour atteindre son objectif, donc pour atteindre le sommet. C'est ça la politique. Ça peut aussi renvoyer aux politiques publiques aussi. Voilà, c'est-à-dire au niveau de l'administration, au niveau de la gouvernance. Voilà, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui peuvent être prises en compte par les gouvernants pour gouverner. Par exemple, on dit la politique du président Doumbouya, la politique du président Donald Trump, la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même aux États-Unis, le plus souvent on dit l'administration Trump. Oui, exactement. Voilà. Alors que le politique, c'est un peu l'institution qui incarne la politique. D'accord, ça peut même être la personne même, l'individu qui exerce la politique, qui lutte pour avoir le pouvoir. C'est un politique. D'accord. Le président de la République, c'est un politique. D'accord. Un leader politique est un politique. D'accord. Ça peut aussi être l'espace dans lequel on parle de politique. D'accord. Le siège de l'Assemblée nationale. Le siège de la présidence. C'est-à-dire, c'est un peu les maisons du pouvoir, où on parle du pouvoir. Peut aussi symboliser le politique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, alors que le politiste, c'est celui-là qui fait des réflexions et qui les traduit en écrit, qui prend son stylo, qui met sur le papier, qui fait des réflexions très poussées sur la gouvernance, qui les propose, n'est-ce pas, à l'opinion. Ça, c'est le politiste. Donc, en français facile, c'est quelqu'un qui fait des écrits politiques. Alors que, et enfin, le politologue, c'est celui-là qui a pour spécialité, qui a pour vocation d'analyser des événements politiques. C'est pourquoi, souvent, quand vous suivez les médias internationaux, avec la guerre aujourd'hui qui sévit à l'échelle internationale entre les États-Unis et l'Iran. Voilà, exactement. On va sur les plateaux qui analysent voilà, ce qui se passe. L'Iran a fait ceci, Trump a décidé cela. Ce sont des politologues. Donc leur vocation, c'est d'analyser les événements politiques. Exactement. Et parlant même de ces événements-là, récemment, nous on t'a vu au niveau de l'ambassade de l'Iran en Guinée. Tu es parti rendre visite par rapport au décès du guide islamique iranien. Ça signifiait quoi? Bon, c'est triple signification, si je peux considérer les choses comme ça. D'abord, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai rappelé à l'entame de ce podcast, je suis un produit du franco-arabe. Essentiellement, c'est-à-dire des écoles construites, financées par la République islamique d'Iran. Donc, à ce titre-là, je leur suis redevable. C'est-à-dire je suis redevable à l'Iran, notamment de son guide, paix à son âme, l'Ayatollah Khomeini, et également à l'Ayatollah, disons, Ruhollah Khomeini aussi, c'est le premier guide, le fondateur même de la République islamique d'Iran, et puis à son successeur, le guide qui vient donc de nous quitter, voilà, le martyr, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, qui a continué sur ce chemin et qui a réussi, en tout cas, à construire des écoles un peu partout en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique, pour un peu, disons, donner une espèce de l'enseignement islamique beaucoup plus diversifié, beaucoup plus méconnu des gens. Bon, donc à ce titre-là, j'ai étudié à Ahlul Bayt. Voilà, l'école se trouve à la cimenterie. Et donc,
en termes de redevabilité, c'était un devoir pour moi d'aller présenter mes condoléances les plus attristées à l'Iran à travers son ambassade accréditée ici à Conakry. Et puis, l'autre signification, je suis aussi allé, même si je n'étais pas un produit des écoles construites par l'Iran, mais puisque je suis hostile à l'injustice, je suis contre l'injustice, je serais forcément allé présenter mes condoléances, n'est-ce pas, à l'Iran, parce que tout le monde l'a vu, c'est une guerre injuste aujourd'hui qui est en train d'être menée contre l'Iran, contre sa souveraineté, contre son peuple et surtout contre tous ceux, n'est-ce pas, c'est-à-dire toutes ces personnes éprises de paix et de liberté, de démocratie à travers le monde. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a une forme de démocratie en Iran. L'Iran, c'est un pays dans lequel il y a les élections qui se tiennent de façon régulière. D'accord. Où c'est un premier ministre, n'est-ce pas, qui est élu à l'issue d'une élection présidentielle, et puis après, qui est le plus souvent, qui est, comment on appelle ça, en fin du compte, qui va être, disons, confirmé par le guide islamique. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres royaumes, vous comprenez? Mais là-bas, ça ne crie pas, mais en Iran, ça crie. Et l'autre chose aussi, en termes d'éducation, l'Iran, c'est l'un des pays où on permet aux jeunes filles, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les jeunes filles ont beaucoup plus accès à l'éducation. Les gens ne le savent pas. Les gens passent tout leur temps à dire que non, l'Iran étouffe les femmes, la dictature. Mais partez, on a beaucoup aujourd'hui en Iran des femmes ingénieurs, des femmes médecins, des femmes qui travaillent, n'est-ce pas, dans des domaines qui autrefois étaient réservés, bien entendu, qu'aux hommes. Donc, contre cette injustice-là, forcément, je ne pouvais pas rester insensible, indifférent. Ça, aller présenter mes condoléances, bien sûr, à ce peuple-là. Au fait, la chose pour laquelle moi, j'admire ta personne, c'est le fait que tu portes beaucoup de casquettes. Tu es passé de journaliste à un peu à l'activisme, l'activité de la société civile, activisme, voilà. Après, tu es passé aussi de président d'un parti politique en Guinée. D'un mouvement politique. Et aujourd'hui, tu as adhéré le modèle, qu'on va aussi certainement aborder les raisons. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé de vraiment passer par tous ces chemins-là? Bon, vous savez, depuis que j'étais à l'école primaire, j'adorais la politique. J'aimais beaucoup tout ce qui était en lien avec la gouvernance, parce que j'ai passé pratiquement toute mon enfance à lire des livres rédigés par des présidents. Depuis que même j'étais au collège, au-delà aussi, je regardais beaucoup de séries américaines, même si c'est de la fiction, mais ça m'a inspiré aussi cette volonté, un jour, de gouverner, de faire partie des gouvernants. Parce que gouverner, au premier plan, ça relève de l'ordre normal du destin. Donc ça, c'est un aspect. Et la deuxième des choses, depuis que j'étais tout petit, puisque je suis issu d'une famille modeste, mon père étant un imam, premier imam, jusqu'à sa mort, Karamoko, un intellectuel, parce que même quelqu'un... Il ne faut pas continuer à penser qu'il faut faire des études en français ou en anglais pour être qualifié de traité d'intellectuel. Quelqu'un qui a lu le Coran, qui l'a traduit, même chez les chrétiens, qui a une certaine connaissance, n'est-ce pas, peut être appelé intellectuel. Donc, mais il n'y avait pas de moyens financiers. Donc je me suis dit, Khalil, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois passer par tous les moyens légaux, utiliser tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Et ça a commencé d'abord par quoi? C'est-à-dire accompagner maman dans sa vente de bouillie tous les matins, et puis après aller à Madina. En quelque sorte, donc tu vendais de la bouillie? La bouillie avec la maman, bien sûr. Et par la suite, je me suis retrouvé à Madina, à l'endroit qu'on appelle Canal. Je vendais des fruits sacs là-bas. Bref, enfin, quand je faisais la première année, je faisais aussi du gardiennage jusqu'au niveau de la deuxième année. Mais pendant que j'exerçais tous ces petites activités qu'on appelle gombo chez nous, étaient enfouis à moi, ces petits boulots étaient enfouis à moi, l'envie de faire de la politique. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau du lycée, j'ai dit, bon, je ferai tout
pour que mon premier choix en termes d'orientation à l'université, la première option que je vais choisir, soit retenue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour cela, on m'a dit, si tu veux que ton choix là soit retenu, en tout cas à l'époque c'était ça, il fallait tout faire pour être parmi les meilleurs. Et je me suis battu, je le dis avec beaucoup plus de modestie, pour figurer parmi les meilleurs, n'est-ce pas, à l'issue du baccalauréat, que j'ai passé donc dans les années 2008-2009 au lycée aviation. Et donc je me suis dit, puisque je voulais faire la politique, il fallait que j'étudie la politique. C'est pourquoi j'ai choisi les Sciences Po. Et heureusement, mon premier choix a été entériné. J'étais orienté à l'Université générale Lansana Conté Sonfonia. J'ai fait Sciences Po, je me suis spécialisé en relations internationales. Et toujours dans la conquête, dans la stratégie qu'il fallait utiliser pour faire la politique, j'ai dit, bon, pour faire la politique, Khalil, c'est important que tu côtoies le monde politique. Tu dois te faire connaître un peu du grand public. Et pour cela, il y a un métier qui peut t'aider, n'est-ce pas, à le faire. C'est le journalisme. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans le journalisme aussi. Dès la première année, à Familia FM. C'est d'ailleurs le lieu pour moi, l'occasion de remercier et saluer Caleb Collier, fondateur de Familia FM à l'époque. Jeune stagiaire, voilà, perdu un peu, qui a quand même accepté de me donner une chance. Malgré qu'il était un grand journaliste à l'époque, Caleb Collier, avec son émission Société Débat, m'a permis quand même d'apprendre le métier à son niveau. Et puis après, comme vous le savez, Dieu a fait, alhamdoulilah, de façon modeste, j'ai gravi un peu les échelons tous les échelons, si je peux appeler ça comme ça, au niveau donc, des médias. Maintenant, toujours l'objectif n'était pas atteint. Les médias, c'était pour un peu côtoyer le monde politique, me faire connaître. Donc je dis, bon, après les médias, tu dois passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est d'aller en politique. Parce que je n'ai pas voulu seulement m'engager en politique parce que, ben voilà, je vais être un gouvernant. Non, j'ai voulu m'engager en politique parce que je suis animé par une conviction. J'ai une autre conception de la politique, de la gouvernance dans notre pays, qui est différente de celle qu'on a toujours connue. Et puis voilà, donc je dis, et pour atteindre cet objectif, il faut que je m'engage, que je quitte le stade, en tout cas n'est-ce pas, du travail de journaliste qui consiste à aller sur le terrain, chercher des informations, les collecter, les traiter, les diffuser, s'asseoir dans un studio, les analyser, les commenter, passer, n'est-ce pas, au stade de l'engagement, du véritable engagement, et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et c'était quoi le plus dur lorsque tu t'es engagé en tant qu'activiste de la société civile? Justement, vous avez bien fait de rappeler la parenthèse société civile, puisque souvent moi-même je ne rappelle pas trop cette parenthèse. C'est que je fais partie des fondateurs de la première organisation syndicale de la presse en Guinée, de la presse privée, le SPPG, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. C'était même le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Avec mes amis, les Sékou Djamal Pendessa. Et donc ça, cet activisme-là, au niveau du mouvement syndical, m'a permis d'affiner mes compétences, m'a permis d'avoir un certain nombre d'expériences. Et puis, mais c'était très dur. Et ce qui a été plus dur, c'était quoi? C'est quand, vers la fin, n'est-ce pas, des journalistes ont été molestés au niveau d'une gendarmerie. Et certains ont vu leur objet cassé, détruit. C'est très compliqué. Et enfin, c'est quand les médias ont été fermés, vu des pères de famille dehors, tout ça qui ne travaillent plus. Et puis on s'est levé au niveau du mouvement syndical pour dénoncer ce qui a de fait. Et ça a valu l'emprisonnement de notre camarade Sékou Djamal Pendessa. Et je devais reprendre le relais puisque j'étais son adjoint. J'étais le secrétaire général adjoint du syndicat. Et c'était très dur parce que militer dans un contexte marqué par tout ce que vous connaissez, toutes les difficultés que vous connaissez, c'était pas facile. Donc, c'est à partir de là, je dis, que ce soit le journalisme, que ce soit le syndicalisme, tant que je ne m'engage pas en politique, je ne pense pas pouvoir apporter quelque chose. D'accord. Donc, on va parler un peu, tu as écrit aussi ton livre qui m'a vraiment plu, parce que c'est une nouvelle Guinée. C'est quoi pour toi une nouvelle Guinée? C'est une Guinée réconciliée avec elle-même. Une Guinée dans laquelle les institutions sont plus fortes que les hommes. Une Guinée réconciliée avec elle-même. Une Guinée dans laquelle les institutions sont plus fortes que les hommes. Une Guinée
apaisée. Ok. Voilà, une Guinée où l'espoir est permis, une Guinée où chacun, en tout cas... Il n'y a pas d'ethnocentrisme. Voilà, où... Moi, où il y a pas j'aimerais bien. d'ethnocentrisme. Ouais. C'est important de mentionner cela. Vous savez, il faut que dans notre pays, ou dans nos pays africains, Ouais. à un moment donné, qu'on accepte de mettre sur la table certains sujets qui fâchent. Ouais. Les analyser, les débattre Ouais. avec responsabilité. Exactement. C'est en faisant cela que nos pays peuvent aller de l'avant. Ouais. Mais tant qu'on passera notre temps à passer fuir. les sujets Ouais. sous la table, je vous assure, on sera toujours au point de départ. Exact. Ça, c'est sur tous les plans. Ce n'est Ouais. pas que des sujets politiques. Voilà, c'est des sujets... Parce que nous, tout ce qu'on aborde ici, liés ça à devient un peu... Voilà. On dit c'est politique. Non, pas Pourtant, il y a forcément. ces sujets-là qui sont vraiment... Justement. qui concernent la société. Justement. Donc, notre pays, disons, a toutes les richesses qu'il faut, Ouais. a des personnes formidables, en tout cas, qui le composent. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas, qu'on n'aille pas de l'avant. Donc, voilà. Donc, ma conception, ma vision de la Guinée, c'est ça. Ouais. Donc, si aujourd'hui, tu as un jeune en face de toi, tu veux partir, que lui diras-tu? Bon, si c'est partir pour se former, par exemple. Partir comme l'immigration. Non, pas du tout. Par contre, je vais le déconseiller de faire cela. Même si, quelque part, il ne faut pas aussi passer son temps à jeter de l'anathème sur les jeunes qui optent pour l'immigration. Ok. Il faut plutôt chercher à savoir qu'est-ce qui les amène à prendre cette immigrer. décision-là. Ouais. Il faut faire en sorte qu'au niveau de nos pays, en Afrique, que la gouvernance soit vertueuse. Ok. D'accord, qu'elle soit porteuse de bonheur, Ouais. d'espoir, pour disons, pour tout le monde. C'est important. Quand ça c'est fait, je ne pense pas si quelqu'un peut se permettre Ouais. de se jeter dans la Méditerranée à la recherche du bonheur. Exact. Voilà, donc, si c'est pour partir, pour se former, si c'est pour partir, pour travailler, parce que vous avez une opportunité de travailler, voilà, vous pouvez aller, Ouais. mais sans passer par la mer. Ouais. Vous comprenez? Voilà, mais si ce n'est pas le cas, Ouais. moi je pense que Si c'est pour aller se notre former pays a alors. beaucoup de potentialités et sur tous les plans. Oui. Je pense, hein, je ne dirais pas, il ne faut pas se mentir. Ouais. Quand on n'a rien, on ne peut rien faire. Ok. C'est ça la vérité. Ceux qui disent là, les discours ronflants là, non, avec zéro on peut devenir. faire Non, quelque c'est chose. des histoires ça. Avec zéro on ne peut rien devenir. On peut rien C'est avec devenir. quelque chose qu'on peut devenir quelque chose. Ah oui. Ce quelque chose là n'est pas forcément lié à l'argent. Ça peut être lié au potentiel qu'on a. Ouais. C'est important. À notre capacité de réflexion qui peut nous permettre Ouais. d'identifier un secteur d'activité dans lequel on peut se former, dans lequel, n'est-ce pas, on peut peut-être chercher du travail et petit à petit se construire. Exact. C'est de ça qu'il s'agit. Exact. Voilà, mais passer son temps à embrouiller les gens avec du discours, Ouais. avec zéro, on peut Tu tout peux devenir faire, un ou on héros. peut être riche, on peut rester... Non, c'est des histoires ça. Ouais. Si on a une opportunité à l'extérieur d'aller, n'est-ce pas, je vais dire ça en français facile, par avion, vous comprenez, sans passer par la Méditerranée, Ouais, vous il savez faut qu'arriver aller. là-bas, vous allez vous former, vous allez travailler, Ouais. c'est pas mauvais aussi. Mais C'est si, que ça je cause, dis. mais si ça Mais c'est que cause je les dis. fuites de cerveau. Justement, c'est ce que je dis, j'en viens. Ouais. Mais maintenant, j'ai commencé par ça. Ouais. Maintenant, si vous avez, par exemple, c'est-à-dire que vous avez un potentiel, vous êtes un intellectuel, Ouais. vous avez le niveau qu'il faut, ça ne sert à rien de partir ailleurs. Ok. Vous pouvez rester ici, identifier un secteur d'activité. Je pense, hein, je suis sûr et certain, Ouais. avec votre intellect, c'est possible, n'est-ce pas, que vous puissiez avoir quelque chose Ouais. qui puisse vous permettre De de rester. prendre en charge votre petite famille. Ouais. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Je Exactement. ne dis pas, je répète ce que je dis, je ne suis pas contradictoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir, on ne peut pas s'asseoir pendant qu'on n'a rien. Ouais. Non, si vous êtes assis, vous n'avez ni un niveau académique, vous n'avez aucune formation, Ouais. vous n'avez rien. Moi, je pense que le mieux d'abord, c'est de chercher à se former. Ouais. Vous comprenez? Et cette formation, que ce soit en Guinée, en Afrique, que ce soit ailleurs, partout où vous pouvez l'avoir, vous pouvez partir la chercher ailleurs. Mais si vous êtes un intellectuel, vous avez le niveau académique qu'il faut, ça ne sert à rien d'aller s'asseoir à l'extérieur. Vous Tout à pouvez fait. revenir ici, chercher un moyen, bon, pas forcément celui qui est lié à la politique comme nous le connaissons aujourd'hui, parce que c'est devenu aujourd'hui un moyen pour les gens de s'enrichir. Pas Ouais. forcément ce moyen-là, mais un autre moyen pour vous permettre, n'est-ce pas, de faire quelque chose, d'être rentable pour Ouais. votre société. C'est bien possible. Exact. Et aussi l'objectif de ce podcast, c'est de déconstruire un peu les clichés. Tu vois, tu vas m'excuser du terme,
Mais nous pensons que deux fois, les politiciens sont des menteurs. Qu'est-ce que toi, tu penses de cela? En fait, c'est pas forcément faux. Ok. L'être humain, même au-delà du fait qu'il soit politicien ou pas, la majeure partie est un menteur. Ouais. La majeure partie. Mais moi, je n'en veux pas aux politiciens menteurs. Non. Ok. C'est pas leur faute. Vous savez, la faute, c'est qui? Un combat qui? C'est ceux qui les applaudissent. Ouais. C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire qu'un peuple qui veut éradiquer les menteurs, c'est-à-dire le mensonge dans sa société, pour avoir des gouvernants vertueux, des opposants vertueux, qui ont de la vision, des leaders politiques qui ont des compétences qu'il faut, ce peuple-là va refuser d'écouter un menteur, d'applaudir un menteur. Ça, c'est tout. Mais si quelqu'un vient dans votre quartier, quand même. Il dit, bon, écoute, alors qu'il n'a aucun moyen, il n'a aucun niveau, il a passé tout son temps à mentir, même dans le quartier. Les poulets qui disparaissent, souvent, c'est son nom qui est cité. Il vient te dire, bon, écoutez, moi, je vais devenir votre chef de quartier, votez pour moi. Ouais. Quand je vais le devenir, je vais vous construire, n'est-ce pas, un hôpital ou bien une mosquée. Ouais. Si vous croyez à cet homme-là et qu'il devient chef de quartier, il ne fait pas ce qu'il vous a promis. En réalité, qui est le menteur? C'est ceux-là qui l'ont nommé. Ouais. Donc c'est ça la réponse. Exactement. Donc la faute c'est pas forcément les politiciens, mais la faute revient des fois à la population. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu feras dans 10 ans si la Guinée n'a pas encore changé? Si la Guinée n'a pas encore changé, j'aurais échoué. Mais au moins j'aurais quand même j'aurais essayé de faire quelque chose. Je m'aurais acquitté d'un devoir qui est celui d'apporter ma part de contribution, même si c'est en termes d'idées, pour, n'est-ce pas, l'évolution, pour le développement de notre pays, dans tous les domaines, surtout dans le domaine démocratique, des libertés. Voilà, comme vous l'avez rappelé, pendant des années, j'ai exercé le métier de journaliste. J'ai contribué à sensibiliser et à éduquer, parce que c'est ça aussi le journalisme. Au-delà de ça aussi, j'ai enseigné aussi, pour ceux qui ne le savent pas, quelque temps dans un certain nombre d'universités de la place. Et tout ça fait partie de la petite contribution que j'ai apportée et que je continue d'apporter. Et avant de m'engager en politique, j'ai écrit un livre, vous l'avez rappelé, pour une Guinée nouvelle, livre dans lequel j'ai fait des propositions. J'ai dit ce que je pensais de la Guinée. Et parce que, bon, je fais partie de ceux qui pensent qu'un vrai politicien, c'est celui-là qui ne passe pas son temps à parler uniquement. Mais c'est celui-là qui a la capacité de traduire, c'est-à-dire à l'écrit, ses idées. C'est-à-dire qu'il prend un stylo quelque part, qui prend une feuille de l'autre côté, qui pose là, qui fait un diagnostic de sa société, qui dit ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille dans la bonne direction, et qui fait des propositions, qui laissent quelque chose, non seulement, c'est-à-dire au gouvernant, parce que c'est ça aussi un leader politique, c'est un opposant. Il ne faut pas seulement passer son temps à critiquer, il faut proposer. Tu laisses quelque chose au gouvernant, mais aussi tu laisses quelque chose à la postérité. C'est-à-dire le jour où tu ne seras plus de ce monde-là, ceux qui verront ce livre-là diront, c'est pas parce que tu n'as pas essayé, mais c'est parce que quand même, tu n'as pas été écouté. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai écrit ce livre et au moment où je vous parle, je suis en train aussi d'écrire un autre livre parce que, encore une fois, je pense que la politique ne se résume pas seulement à la parole. Il ne faut pas passer tout son temps seulement à parler, à dire non, c'est l'autre qui est mauvais, c'est lui qui n'a pas respecté ses engagements, alors que nous-mêmes, on sait au fond qu'on n'est pas meilleur que celui qui est en face de nous. Parce que pour moi, l'un des plus grands malheurs qui peut arriver à un être humain, un politicien, c'est d'applaudir ce qu'on a combattu hier pendant des années. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est la logique des choses quand même. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui en Guinée par rapport à tous les phénomènes aujourd'hui qui sont en train de se passer par rapport au développement de la Guinée? Bon, ce qui me fait plus peur, c'est, je dirais, à tous les niveaux, pas qu'au niveau politique. Je parle même de la société elle-même, c'est le mensonge. Voilà, c'est pas que le problème, c'est pas forcément seulement au niveau de nos gouvernants ou au niveau de nos leaders politiques, non. C'est au niveau aussi de la société. Les gens passent tout leur temps à se mentir. Regardez dans le quartier, un mécanicien. Je ne jette pas de l'anathème sur tous les mécaniciens. Il y a des bons mécaniciens, il y a des mécaniciens. Il faut parler d'un. Comprenez? J'espère que mon mécanicien, quelque part, ne va pas penser que c'est une balle perdue.
Mais sinon, elle va endommager la voiture. Je vous dis, il y a une panne. Par exemple, vous avez un problème de suspension. Je vous dis, non, c'est 100 000 francs. Oui. Vous lui donnez 100 000 francs, vous lui faites confiance. Il dit, je vais à la casse acheter la pièce. Il va à la casse, dans les 100 000 là, il prend 30 000 juste, il achète. Là, au lieu d'acheter c'est-à-dire une pièce neuve, il se débrouille, il s'arrange pour trouver une pièce d'occasion à 30 000 francs. Les 70 000 restants là, il les empoche et il revient. Vous mettez ce qui est mauvais là. 2 mois encore, vous avez le même problème. Vous revenez encore. Après, il te dit non, c'est toi qui ne conduis pas doucement. Dans une société comme ça, là, ça est-ce qu'on peut aller de l'avant? Donc difficile. Le problème, ce n'est pas seulement les gouvernants. Il faut que les gens acceptent de changer. Si vous voulez que les gens soient honnêtes envers vous, soyez honnêtes envers les gens. Si vous voulez que les gens respectent leurs engagements, respectez vos engagements. Si vous voulez que les gens soient véridiques, soyez véridiques à votre tour. Exactement. Mais si tu vois quelqu'un, quand 2 personnes viennent le voir pour dire « Ah, on a un problème », au lieu de chercher le problème, de chercher la vérité, dire bon à M. Alpha, écoute, c'est toi qui n'as pas raison, c'est Fodé qui a raison, il leur dit quoi? Non, calmez-vous, vous aussi, vous êtes des majeurs. C'est-à-dire, il les renvoie dos à dos. Pour lui, personne n'est responsable. Alors que même chez Dieu, il y a toujours un responsable. Toujours. Tout à fait, il faut assumer. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça. On est presque à la fin vraiment de ce podcast. J'ai envie que ça dure longtemps. Moi aussi. Mais le timing, c'est le timing. Oui. Donc, tu vas juste regarder la caméra qui est en face de toi et laisser un message direct, sans filtre, pour ceux qui regardent ce podcast ce soir, dans Chapitre et Carrière. Croyez en Dieu, croyez en vous-même, croyez en l'amour et croyez en votre pays. C'est tout. Merci. Merci. Le message est bien clair. Merci en tout cas, on était très très ravis de te recevoir ici. Merci. Avant de terminer, je ne saurais quand même conclure ce podcast sans avoir une pensée à l'endroit du président Aliouba, notre responsable modèle. Exactement. Pour qui d'ailleurs je plaide pour qu'il retrouve sa libération. Voilà, et tous les autres aussi. Et à tous nos malades, à tous nos disparus. Et je prie Dieu qu'il protège notre beau pays, qu'il fasse toujours qu'il soit pacifique et que nos projets aboutissent. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Merci mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À très bientôt.